Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info en ce lundi matin avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Eva Joly. Bonjour Eva Joly, vous êtes députée européen écologiste, ancienne juge au pôle financier et auteur du livre Le loup dans la bergerie aux éditions des Arènes. Pour vous interroger ce matin à mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour. Bonjour à vous deux. Eva Joly, Manuel Valls va annoncer 80 mesures pour lutter contre la déradicalisation autour du principe de la perpétuité réelle pour les auteurs d'actes terroristes, avec aussi un contrôle renforcé sur les clubs sportifs. Enfermer, surveiller, punir, elles sont suffisantes, ces 80 mesures, pour lutter contre le terrorisme ? Écoutez, moi, je n'ai pas eu le temps d'étudier encore en détail ces 80 mesures. Le désir d'une perpétuité réelle, elle est compréhensible parce qu'on souhaite vraiment une pénalité très forte, la plus forte prévue par le texte. Le problème de la perpétuité réelle, c'est que la gestion des prisonniers devient terriblement dure en prison parce qu'il n'y a pas d'espoir et qu'il faut bien une petite carotte pour que les gens coopèrent un tout petit peu et que le directeur de prison puisse gérer sa prison. Donc c'est difficile à mettre en œuvre. Et on ne luttera pas contre la radicalisation uniquement par la répression. C'est évidemment un des moyens, mais il faut aussi un contre-discours, il faut aussi un imaginaire qui fait qu'on a envie d'adhérer à notre... Il y a aussi la volonté de créer des centres de déradicalisation, un dans chaque région. Est-ce que ça, quand même, ça vous paraît une bonne chose ? Je pense qu'il y a des expériences un peu partout en Europe de déradicalisation et qui marchent. Notamment, il y en avait un à Aarhus qui fonctionne depuis 5 ou 6 ans, financé par l'Union européenne et qui est là pour aider aussi les parents dès les premiers signes et qui, justement, s'appliquait aussi à garder le contact avec le djihadiste parti. Donc, il y a des expériences, on ne part pas de scratch, il faut s'en inspirer, trouver les best practices. Mickaël Zamès. Prolonger l'état d'urgence dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui jusqu'à la fin juillet, est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Je ne le pense pas. Je pense que l'état d'urgence doit être exceptionnel. Et d'ailleurs, il n'y a plus de perquisition administrative. J'en prends acte. Mais je ne vois pas pourquoi on fait régner un état légal exceptionnel. Pourquoi on se méfie des juges. Pourquoi on pense que les préfets sont mieux à même d'assurer... Qui se méfie des juges aujourd'hui ? Non, mais je veux dire, lorsqu'on instaure un état d'exception, c'est qu'on change le régime légal. C'est ce qu'on fait avec l'état d'exception. C'est-à-dire qu'on transfère le pouvoir qui normalement revient au juge, on le transfère à l'autorité administrative. Et donc ça, c'est une anomalie. Et vous craignez qu'on vive désormais toujours en état d'urgence ? Et l'état d'urgence, par définition, elle est intéressante lorsque l'événement vient de se produire et je ne pense pas qu'on doit s'y habituer. On ne va pas vivre avec un état d'urgence perpétuel. Donc selon vous, il n'y aurait pas de raison aujourd'hui pour rester dans cet état d'urgence ? Je pense que non. Je pense que nous devons revenir à la normalité. Véronique Jacquier. François Hollande en campagne, déjà aujourd'hui, puisqu'il visite Rungis ce matin. Est-ce que ça vous choque ? C'est trop tôt. Et ensuite, on utilise les moyens de l'État pour faire campagne pour un des candidats. C'est l'éternel problème. Il fait campagne sur les moyens de l'État aujourd'hui ? C'est ce que vous dites ? Il est déjà en campagne ? C'est une des injustices. Oui. C'est ce qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy à l'époque, et d'ailleurs qui a été retenu lors d'un compte de campagne. Et on va pas... Ça réduit en réalité le mandat effectif à 4 années si on commence la campagne une année avant la présidentielle. Hier, François Hollande a dit lors des cérémonies du 8 mai nous avons bien redressé la France. Il a vanté son bilan. Vous êtes d'accord avec lui ? Bien redresser la France en 4 ans ? C'est la méthode Coué. C'est vrai qu'on peut le répéter et le répéter. Il y aura bien des gens pour le croire. Mais bon, les citoyens savent bien ce qu'il en est. Ils savent bien que les promesses ne sont pas tenues
Et pour moi, écologiste, notamment toutes les promesses concernant l'écologie n'ont pas été tenues. Nous attendons toujours les décrets par la loi de transition énergétique. Il n'est pas là. Ségolène Royal a annoncé qu'elle allait prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, ce qui est dangereux pour les Français. François Hollande avait promis de fermer au moins les centrales de Fessenheim. Il ne le fait pas, etc., etc. Il y a une arrivée symbolique aujourd'hui en France, c'est le gaz de schiste qui vient des États-Unis. Étrange paradoxe alors que son exploitation n'est pas possible dans notre pays. Qu'en pensez-vous ? C'est une absurdité, évidemment. C'est une absurdité que de faire traverser l'Atlantique avec des grands navires, avec du gaz. Cela retarde encore la transition vers les énergies renouvelables, alors que les gaz de schiste sont terriblement polluantes pour l'environnement et accélèrent le réchauffement climatique. C'est encore le vieux logiciel, c'est pas le monde nouveau. Eva Joly, c'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Et un sondage dans le Figaro indique que 45% des électeurs de 8 pays européens, dont la France et l'Allemagne, aimeraient pouvoir se prononcer, comme les Britanniques, sur le maintien dans l'Union européenne. C'est même 41% des Français favorables au divorce et 48% des Italiens. Il y a quelque part un problème en Europe aujourd'hui. Je pense que mon livre y répond partiellement. Il y a des paradoxes. Mettre à la tête de la Commission européenne un homme qui symbolise le pouvoir des multinationales et qui symbolise la préférence pour les impératifs ou présentés comme tels des multinationales plutôt que les citoyens, c'est un problème. Et les citoyens le sentent. Ils savent que la Commission n'a pas instauré les règles concernant les perturbateurs endocriniens, par exemple, alors que la Cour de justice européenne les y avait obligés. Et la Commission ne le fait pas parce que Monsanto et les autres producteurs de glyphosate disent qu'il n'y a pas d'alternative, nous ne savons pas faire. Donc, je pense que les citoyens sentent tout ça et c'est pourquoi c'est urgent aussi pour l'Union européenne de changer. On ne peut pas continuer comme nous le faisons aujourd'hui. La crise grecque, par exemple, est tout à fait révélateur. Encore une fois, on veut réduire les salaires et les petites retraites qui sont déjà très petites et on ne fait pas payer des impôts aux multinationales qui opèrent en Grèce parce qu'eux, ils ont leur siège social au Luxembourg. Donc vous voyez Jean-Claude Juncker qui dit aux Grecs il va falloir que vous fassiez encore des efforts. Et de l'autre côté, les impôts ne rentrent pas en Grèce parce qu'ils rentrent petitement aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Et concrètement, vous demandez quoi, la démission de Jean-Claude Juncker ? Je demande que le système change. Ouais. Mais je pense que Juncker est un très mauvais symbole et chacun sait combien les symboles sont importants. Mais comment le système peut-il changer ? Parce que c'est l'objet de votre livre, de poser le constat de ce qu'est Jean-Claude Juncker et de ce qu'est aussi le Luxembourg, comme pierre angulaire d'un système d'opacité financière. Comment ça peut changer ? Parce qu'on a vu le scandale des Panama Papers, on a vu la pétition menée par la journaliste Élise Lucet, et pour autant les choses ne bougent pas. Et la mienne de pétition, vous savez, nous avons 530 000 signatures pour une pétition qui dit fini le secret fiscal, fini le verrou de Bercy, et le temps de l'impunité des banques et des intermédiaires est terminé. Ça va changer par l'opinion publique. Si vous voulez, le fait qu'on a pu nommer Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, c'est un aveuglement incroyable. Aujourd'hui, avec LuxLeaks sur la table, avec les Panama Papers, nous avons devant nous le tableau du 1% les plus riches. On les voit. Et on voit qu'il y a une capture de nos richesses sans redistribution et que entre l'import de gaz de schiste, la capture par quelques-uns de la richesse mondiale, c'est sûr que nous ne pouvons pas continuer. La création d'un statut de lanceur d'alerte, la création d'une agence anticorruption justement voulue par François Hollande et Michel Sapin, ça vous paraît suffisant ? C'est évidemment, nous demandons, nous les Verts et moi particulièrement, depuis très longtemps, la création d'un statut de lanceur d'alerte. On le voit avec Stéphanie Guibault, qui était lanceur d'alerte à UBS, une femme qui gagnait 13 000 € par mois, qui vit aujourd'hui et depuis des années avec 420 €.
Et personne n'a rien fait pour elle. Alors qu'elle a fait rentrer des milliards dans les caisses de l'État, on voit bien que cela ne peut pas continuer non plus, que c'est trop injuste. Eva Joly, Michael je Zamès. vous ramène sur des questions un petit peu plus politiques, nationales. D'accord. La question du journal Le Parisien hier, à la une du journal Le Parisien, que vaut le candidat Nicolas Hulot? Selon vous, qu'est-ce qu'il vaudrait, ce candidat? Je pense qu'il porte très fortement les valeurs écologiques. D'ailleurs, je crois que le sondage le dit bien. Et j'espère bien qu'il va se déterminer parce que nous avons besoin de savoir s'il va y aller ou pas. Vous avez envie, vous lui demandez ce matin qu'il y aille, qu'il Moi, se lance? J'ai envie que Nicolas Hulot se lance parce que... C'est un appel que vous parce formulez. La pire des choses pour nous, ça serait que cela dure jusqu'après Noël et qu'on ne sache pas. Il va falloir que les Verts, que les Europe Écologie puissent s'organiser. Donc c'est aujourd'hui qu'ils se disent oui ou non, mais qu'ils se décident. En tout cas, pas sur le champ, mais ça serait bien qu'ils se décident rapidement. Une Véronique candidature Jacquier. de Cécile Duflot, ce serait une candidature par défaut, du coup, selon vous? Parce qu'il paraît qu'elle se prépare également. Mais on ne peut pas ne pas se préparer, parce que vous voyez bien que les socialistes, ils n'ont pas encore intégré les impératifs écologistes. Il n'y a rien à faire. Ils ne réagissent pas aux impératifs écologistes. Donc il faut bien que ces valeurs soient portées. Il faut que les citoyens puissent dire, pour nous c'est important. Et pour ça, il faut un candidat. Vous Michael questionnez Zamès. cette stratégie de David Cormand, le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, justement de passer à une indépendance totale par rapport au Parti socialiste, c'est-à-dire pas d'alliance pour les futures législatives. Est-ce que c'est pas suicidaire quand même comme politique? Nous avons un congrès au mois de juin et c'est au congrès d'en décider quelle va être notre politique. Michael Zamès. Emmanuel Macron, hier, qui parlait de Jeanne d'Arc, il dit qu'il n'y a pas de malaise avec François Hollande. Est-ce que vous avez un malaise avec Emmanuel Macron? J'aimerais que Emmanuel Macron parle plus d'écologie. Pour un homme politique moderne, il lui manque une case. Il lui manque une case. Il lui manque la case écologique, comme à beaucoup au Parti socialiste, parce que chez eux, ce n'est pas une valeur. Ça pourrait faire quand même un bon candidat, selon vous, parce qu'on sent bien que c'est un candidat peut-être médiatique qui est très présent dans les sondages également. Mais vous, concrètement, politiquement, est-ce que vous seriez à même de voter pour elle? Même politiquement, on ne le connaît Personnalité pas comme bien. Emmanuel Macron. C'est pas, et je veux dire, c'est un technocrate. C'est un technocrate de Bercy. Sa seule liste méritoire, c'est d'avoir bricolé une fusion bancaire. Mais bricoler une fusion bancaire ne vous prépare pas à diriger un pays. Pourtant, il lance un mouvement qui s'appelle En Marche. Mais Vous voilà, pourriez, on ne va pas lui enlever la possibilité d'évoluer. Il peut évoluer, mais il faut encore qu'il fasse ses preuves. Et notamment, il n'a jamais été élu. Donc, il faut aller voir faire 140 réunions publiques et chauffer les foules. Et une alternative à gauche avec Arnaud Montebourg, parce que lui aussi, visiblement, dit qu'il serait prêt à prendre ses responsabilités pour 2017. Arnaud Montebourg, qui, quand il était député, a lutté contre l'évasion fiscale. Absolument. Il était, avec Vincent Payon, l'auteur du premier rapport sur les paradis fiscaux et leurs méfaits. Donc vous pensez que sa candidature pourrait être crédible et elle vous intéresse? Je pense qu'il porte des valeurs proches des miennes, oui. Ah, c'est intéressant. Donc, il pourrait y avoir un rapprochement des gauches. C'est le seul qui pourrait se rassembler? Écoutez, il y a beaucoup de candidats et on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Donc, mais bon... c'est vrai que lui et la lutte contre les paradis fiscaux, on est sur le même terrain. Pour vous, vous n'envisagez rien? Moi, je pense que le résultat que j'avais obtenu est relativement sans appel. Eva Joly, on vous connaît aussi pour avoir été juge au parquet financier. Beaucoup des affaires que vous avez traitées ont d'ailleurs défrayé la chronique à l'époque. Quand vous voyez des hommes politiques français qui ont été inquiétés par la justice, parfois condamnés, qui sont aussi réélus par les Français, ou en passe de l'être, certains sont très connus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une question culturelle? Les Français pardonnent plus? Je parle par rapport au monde anglo-saxon, par exemple, où ce genre de comportement ne serait pas possible. Il y a une forme de culture d'impunité et qu'il y a surtout beaucoup d'affaires qui ne sortent pas. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne sont pas condamnés, alors que les faits qui les concernent impressionnent l'intelligence, si je peux dire ainsi. Donc, je pense que nous avons un grave problème d'impunité.
Et c'est voulu, c'est pas un hasard. Condamnés qui se sont représentés à une élection et qui ont été réélus. Oui, relativement peu nombreux quand même. C'est plus grave pour moi d'avoir un Balkany qui est toujours législateur, qui est toujours au Palais Bourbon et qui dit présomption d'innocence, je reste député. C'est ce qu'avait fait avant lui Charles Pasqua, ce qu'avait fait Bernard Tapie. Il reste que leur affaire est jugée en cour de cassation, c'est-à-dire genre 10 années après les débuts. Et c'est quelque chose qui pèse très lourd dans la perception de l'opinion publique. Les partis politiques ne font pas le ménage. Mais comment vous jugez les Français, justement, qui eux-mêmes pardonnent plus facilement, au fond? Je veux dire, l'exemple de ça, il y a Carignan qui avait été condamné pour les eaux de la ville de Grenoble. Il n'a pas vraiment réussi à revenir en politique. Il a essayé, les gens se souvenaient. Il y a relativement peu d'exemples de criminalité sévère avec une réélection. Merci. Eva Joly, députée européen, écologiste, ancienne juge au pôle financier, auteur du livre Le Loup dans la bergerie aux éditions des Arènes, d'avoir été l'invité de cette matinale d'infos. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Bonjour Zoé, ainsi que Jean-Louis Picot du Parisien Écho. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Cyril. On démarre ce débrief par les 80 mesures que va annoncer Manuel Valls aujourd'hui pour tenter d'aller contre la déradicalisation, enfermer, surveiller, punir. Ce sont 80 mesures contre le djihad qui sont d'ailleurs dans le Parisien ce matin. Jean-Louis Picot, votre journal. Eva Joly dit, elle, lutter contre la déradicalisation, c'est une très bonne chose. Elle a l'air d'adhérer en partie à ces mesures-là. Évidemment, on ne peut pas aller vraiment contre ça. Ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de ces mesures qui ont trait directement à la sécurité, qui sont bien sûr nécessaires, il y a des choses qui sont plus sur le long terme. Je reprendrai les propos de Nathalie Goulet ce matin dans le Parisien, qui vient de la commission d'enquête sénatoriale, sur la question, qui dit que au-delà de ce constat d'échec pour notre République et au-delà de toutes ces mesures, tant qu'il n'y aura pas sur le fond de l'espoir et de l'emploi, il y a des problèmes comme la radicalisation qui persisteront. Par ailleurs, Eva Joly a évoqué les prisons. C'est pareil, je pense que... Mais il y a une partie dans les mesures qui ont été annoncées qui concernent les prisons. Je pense qu'il y a aussi un gros dossier sur les prisons et la radicalisation. Avec un contrôle accru sur les clubs sportifs, Zoé Cadio. Oui, justement. Alors, ça peut paraître surprenant de dire ce contrôle accru sur les salles sportives, mais c'est là où il y a les jeunes hommes, c'est là où c'est un lieu social, quoi. C'est un lieu de vie, c'est là où les gens se rencontrent et puis ils parlent. Donc, c'est pas idiot à proprement parler. Mais j'aimerais revenir sur l'histoire des mesures qui ont été préconisées. Et parmi les mesures qui sont préconisées, il y a aussi, comme on disait, la perpétuité éternelle d'une certaine manière. Et ça pose aussi le problème pour les gardiens de prison, comme le soulignait Eva Joly. Quand on donne plus d'espoir aux gens, après, pour gérer les gens en prison, ça va devenir très compliqué. Donc, il y a peut-être des effets d'annonce aussi sur les choses qui sont préconisées ce matin. On passe à la candidature des écologistes pour l'élection présidentielle. Elle soutient assez clairement Nicolas Hulot. Il doit se décider rapidement, a-t-elle dit. Oui, mais on avait cru comprendre qu'il ne voulait plus y aller. Donc c'est assez marrant. Donc quand c'est aussi marrant, on dit aussi que Cécile Duflot veut y aller. Elle a été quand même ministre de François Hollande dans la première partie du quinquennat. Donc on voit vraiment qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème de la gauche plurielle aujourd'hui. Eva Joly dit les socialistes n'ont pas intégré les impératifs économiques et écologique. Elle dit même qu'il manque une case à Emmanuel Macron, la case écologie. Donc c'est intéressant. Elle se rapproche plus d'Arnaud Montebourg, sur lequel elle se retrouve sur pas mal de choses. Pour en revenir à Nicolas Hulot, effectivement, il ne voulait pas y aller, mais aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. C'est-à-dire qu'on a vu aussi qu'il consultait énormément dans différents camps politiques. Donc je pense qu'il anticipe peut-être des choses. Il a une cote de popularité, comme on l'a vu hier avec le sondage du Parisien, exceptionnel auprès des gens. Donc tout ça forcément le fait réfléchir et apparemment c'est ce qu'il est en train de faire. Avec François Hollande qui est à Rungis aujourd'hui, oui. Toujours en campagne, on a l'air de dire. Et alors Eva Joly, elle trouve ça carrément impossible d'être en campagne. Enfin, elle dit que le mandat présidentiel est résumé à 4 ans.
Voilà. Mais elle n'a pas tout à fait tort, hein, parce que, à vrai dire, je pense que le mandat présidentiel, il est résumé au soir de l'élection, parce que dès qu'ils sont élus, ils pensent déjà à leur réélection. Donc ils travaillent déjà pour cette réélection. Mais il est vrai que là, François Hollande est parti, il l'a annoncé la semaine dernière, son discours, les états-majors sont en route, que ce soit la rue de Solferino. Donc, souvenez-vous aussi de Stéphane Le Foll avec EO la gauche. C'est pas un mauvais argument, hein, le fait que le mandat présidentiel soit encore réduit de ce fait, Jean-Louis Picot. Certainement. On peut dire que c'est le cas aujourd'hui, si on tient compte de l'actualité notamment de ce week-end. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'au-delà du mandat présidentiel, si vous regardez l'actualité des 2 derniers jours, il y a effectivement les déclarations de François Hollande, il y a Emmanuel Macron à Orléans, qui lui aussi est dans une démarche, on ne sait pas encore vraiment précisément ce que ça donnera, mais c'est quand même aussi en perspective des présidentielles. Justement, en célébrant Jeanne d'Arc devant des représentants du clergé, de l'armée, du peuple. Il part en campagne d'après Eva Joly, mais elle lui a renvoyé une triste réalité en disant qu'il n'avait pas encore été élu et que vouloir atteindre la fonction suprême, c'est aussi aller à la rencontre du peuple. Mais quand on voit le succès qu'il a eu à Orléans hier, on peut dire quand même qu'il est bien parti. Il présidentialise son image, Jean-Louis Picot. Je ne sais pas s'il la présidentialise, en tout cas, il cherche à faire entendre une petite musique bien personnelle. Ça marche bien parce que je parlais de Nicolas Hulot, mais lui aussi a une cote de popularité assez grande. Après, bien sûr qu'on peut lui reprocher de pas avoir suivi un parcours politique jusqu'à présent. C'est un banquier, disait Eva Joly. Donc ça, il se l'entendra toujours reprocher. Son seul mérite. Voilà. Il a réussi la fusion des 2 banques. Hein. C'est ça. Arnaud Montebourg, il va se lancer, selon vous. Alors lui, il joue la carte de l'entrepreneur. Alors qui sera plus entrepreneur des deux, Macron ou Montebourg? Zoé Cadio. Dans le positionnement, je m'entends. Dans le positionnement, je pense que les deux n'ont pas à rougir de leurs prétentions et de leurs ambitions, mais il est vrai que Montebourg a une certaine expérience, et à l'heure actuelle où on parle justement de transparence, comme le rappelait Eva Joly, il a été l'un des auteurs, l'un des tout premiers avec Vincent Payon à alerter justement sur l'évasion fiscale. Donc aujourd'hui, c'est une carte qui peut jouer, et puis Montebourg aussi, c'est une image de la gauche qui permet aussi de réunir avec les écologistes. D'ailleurs, Madame Eva Joly a dit qu'elle se sentait proche. Il a un positionnement, comme on dit, Arnaud Montebourg, Jean-Louis Picot. Il a un positionnement, il est souvent parti en campagne pour le Made in France, contre une certaine élite. Il a fait des choses, il s'est positionné très fortement, et ça peut plaire aux gens. Après, je pense qu'il faut très vite, s'il doit, encore une fois, jouer un rôle, qu'il le dise très clairement et avec des arguments. Parce que malheureusement, encore une fois, tout ce qu'on entend, c'est de la position politique, c'est un discours comme ça. Oui, mais enfin, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. Non, mais justement, je dis ça de manière générale, que ça soit Emmanuel Macron hier ou Arnaud Montebourg, c'est des gens qui ont des compétences, qui sont reconnus. Donc on attend d'eux du fond avant tout, avant la tactique. On va regarder la une du Midi Libre avec Hôpital. Les internes sont-ils exploités? Bien sûr, Zoé Cadio. Et puis une aussi sur Montpellier, où on adopte des chiens au parcours difficile. Justement, oui, c'est une petite... C'est joli, ça? C'est joli, oui. C'est une association qui récupère justement les chiens, qui essaie de trouver des familles d'accueil et qui lance un appel d'une certaine manière là-dessus. Alors, pour le Parisien Économie, c'est la recherche d'emploi. Le numérique a tout changé, Jean-Louis Picot, vraiment? Le numérique et les réseaux sociaux, parfois à décrier, mais en l'occurrence, on peut dire qu'ils ont un rôle à jouer dans la rapidité de mise en contact entre les chercheurs d'emploi et les futurs employeurs. Ça se développe. Il y a bien sûr des réseaux sociaux spécialisés, mais aussi les réseaux sociaux type Facebook ou Twitter rentrent aussi dans la danse, font des opérations. Pôle emploi, bien sûr, s'est mis lui aussi au goût du jour. C'était nécessaire parce qu'il partait un petit peu de loin. Et aujourd'hui, il y a des résultats qui se font sentir et il y a un potentiel dans ce domaine. Si on arrive à vraiment exploiter à fond ce potentiel numérique, on parle d'1 million d'emplois qui pourraient être... Est-ce que ça favorise les jeunes ? Bien sûr, je pense que ça favorise les jeunes qui sont les premiers utilisateurs de ces réseaux sociaux et qui sont aujourd'hui principalement touchés par le chômage. Je voulais juste ajouter un bémol par rapport au rôle de Pôle emploi, par rapport au numérique, c'est qu'il n'y a pas d'accès dans les agences. Les gens, ils attendent et ils n'arrivent pas à se connecter et donc il y a vraiment un problème. Oui, mais on peut se connecter de chez soi sur des plateformes spécialisées désormais. Merci Jean-Louis Picot du Parisien Écho, Zoé Cadio de l'Indépendant et du Midi Libre. J'en profite, puisqu'il me reste quelques secondes, pour vous parler de la une de Nice
ce matin week-end, c'était ce week-end, c'est une nouvelle formule chez nos confrères et partenaires du Sud-Est, avec Woody Allen qui se dévoile avant le Festival de Cannes qui commence, comme vous le savez, tout à l'heure. Merci à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'infos. Les programmes continuent sur Public Sénat toute la journée.